Accidenté, gravement brûlé et pourtant titré, voici Niki Lauda. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au légendaire Niki Lauda. Niki Lauda, un patronyme que tous les amateurs de près ou de loin de sport automobile connaissent. Il y a l'avant et l'après août 1976, mais surtout, il y a un homme à la persévérance folle et à la réflexion hors du commun. Cette dextérité sera la clé de son entrée dans le petit monde des sports motorisés. Malgré une famille très haut placée dans la société et des moyens financiers convenables, Lauda apprend bien vite que lui seul devra assurer sa carrière. Pour ses proches, hors de question de gaspiller de l'argent pour tourner en rond sur circuit. Le jeune Autrichien doit se démener pour trouver des fonds, enchaînant les prêts jusqu'à être sacrément endetté. Ses premiers tours de roue sur une Mini en course de côte ne sont pas mauvais, mais rien ne lui prédisait un avenir radieux volant en main. L'achat d'une Porsche quelques mois plus tard n'y changera pas grand-chose. Pour évoluer et atteindre le très haut niveau, c'est-à-dire la Formule 1, pas le choix de commencer par les catégories inférieures. Ses premières armes en Formule V en 1970 seront drôlement mauvaises. Les accidents sont très nombreux et les podiums jamais atteints. Tout arrêter serait la solution de raison, mais pas pour Niki Lauda. Avec sa maîtrise des affaires et son habileté à parler et écrire, il s'approche de la toute nouvelle écurie March, déjà en proie à d'importantes difficultés financières un an après leur grand début en catégorie Rennes en F2. Se sachant en position de force, Niki achète son baquet en Formule 2 pour la saison 1971 par le biais d'un énième prêt bancaire. Même si sa famille continue de lui mettre des bâtons dans les roues à l'image de son grand-père qui convaincra la banque de casser l'accord établi, et malgré l'utilisation à risque de son assurance vie, Lauda intègre le plateau de Formule 2 avec l'espoir de rapidement monter en F1. Les débuts sont laborieux, mais sur les 6 marches engagées, il est de ceux qui s'en tirent le mieux derrière Peterson, déjà pilote de gros calibre. Sa rapide ascension atteint son pic en août 1971. Sur sa piste maison de l'Österreichring, une marche 711 affublée du nom de Niki Lauda prend place sur les grilles de départ. L'aventure payante de la Formule 1 allait débuter. Après une vingtaine de tours plus que pénibles, Lauda regagne les stands pour abandonner. Sa première prestation n'aura pas vraiment marqué les esprits, mais c'est bien en deuxième division que son talent naturel s'exprime le mieux. Doté d'un retour technique pertinent et réfléchi, le Viennois épate son monde, à commencer par l'un de ses patrons et fondateurs d'écurie, Max Mosley. Certes, les résultats ne sont pas là, mais son aide sur la compréhension de la voiture et les réglages sont impressionnants. Il n'en faut pas plus au team anglais si ce n'est quelques shillings autrichiens pour assurer à Niki une place aux côtés de Peterson, étonnant vice-champion du monde en 1971. La 711, si brillante l'année passée, subit quelques modifications, d'où son nom 721. Pour ses 2 premiers Grands Prix en tant que pilote officiel, Lauda ne fait pas d'étincelle et se contente de rallier l'arrivée. À la porte des points à Calami, il s'affirme une première fois post-saison européenne avec un franc-parler qui deviendra iconique. Alors que March s'apprête à lancer son nouveau modèle révolutionnaire, la 721X, le jeune Autrichien ne tient pas sa langue dans sa poche, annonçant que cette voiture est un vrai tas de merde. A l'inverse, Peterson est enchanté par cette monture. Mosley sera d'avis d'écouter son prodige suédois, à l'instar d'un pilote payant et novice. Grossière erreur. Tout au long de l'année, les 721X puis les 721G seront de vraies calamités. La fiabilité est désastreuse, de même que le comportement de la machine rouge, si bien qu'au terme du championnat, le compteur de points de Lauda n'est toujours pas ouvert. Il le sait et l'a compris depuis déjà un bout de temps, son futur ne peut pas se faire ici. Parallèlement, sa saison de Formule 2 se conclut en 5ème place avec 3 podiums mais aucune victoire à son actif. En dépit de statistiques peu flamboyantes, l'Autrichien trouve refuge chez BRM pour 1973. Associé à Claire Regazzoni et Jean-Pierre Beltoise, le Viennois se doit de se faire un nom, au risque de devoir tout plaquer, faute de budget. Sa P160C rétive ne lui offre pas beaucoup de possibilités de briller, mais en Belgique, sur la piste de Zolder, il tient enfin ses premiers points en Formule 1. 4ème à l'entame du dernier tour, il dégringole au 5ème rang pour arracher 2 petites unités, ses seules de l'année. À Monaco, pourtant, un gros résultat était à portée de main. Brillamment qualifié 6ème, il tiendra un long moment la 3ème place derrière Stewart et Fittipaldi avant que sa boîte de vitesse ne vienne achever son épopée fantastique. Cette jolie performance avec sa modeste monture ne passe évidemment pas inaperçue aux yeux des chefs d'équipe, à commencer par la Scuderia Ferrari qui pense déjà au remplacement de X et Merzario. À Silverstone, il saute de sa 9ème place sur la grille pour poindre en 2ème position après Copse. Malheureusement, des soucis plus que récurrents viendront mettre à mal ce beau début de course. Moins de chance lors de la manche allemande sur le Nürburgring. Bien que lauréat de la course des 24 heures cette année-là, Niki ne connaît pas la même joie en monoplace, sortant violemment de piste en course, le blessant sérieusement au poignet. Absent de ce Grand Prix national, il revient à Monza avant de se faire remarquer une fois encore à Mosport Park. Sur une piste détrempée, Lauda réalise une course parfaite, menant ses premiers tours en Formule 1. Mais au fur et à mesure que la piste s'assèche, l'avantage fourni par ses gommes diminue. Pire encore, il se retrouve piégé dans le mauvais wagon après l'entrée inédite de la voiture de sécurité, une première pas vraiment réussie en catégorie Rennes. Finalement, c'est un énième souci mécanique qui le contraint à stopper sa BRM.
Mais qu'importe, ses coups d'éclat lui ont sauvé la mise de sa carrière. À compter de 1974, c'est à Maranello que l'Autrichien fera ses gammes, le début d'une formidable épopée. Et d'emblée, le changement se remarque. En Argentine, première course et premier podium pour celui qui n'avait qu'un seul top 6 à son actif depuis son arrivée dans la discipline. Cette deuxième place ne tient pas à la chance mais à une science du pilotage parfaitement exécutée. Dès lors, le petit Autrichien se transforme petit à petit en prodige, faisant parler son expertise technique et son coup de volant. Plutôt précautionneux avec la mécanique mais performant quand il faut l'être, Niki s'offre une place de choix au sein de la grande Scuderia, mais le chemin vers le sacre reste long et semé d'embûches. Après avoir enchaîné 2 abandons successifs au Brésil et en Afrique du Sud alors qu'il s'est lancé pour la première fois de la pole position, le jour de gloire arrive enfin. Sur le tracé légèrement humidifié de Jarama, à proximité de Madrid, Lauda réalise le hat-trick. Pole, victoire et meilleur tour. Son compteur s'ouvre enfin et la série est loin de s'achever. À Nivelles, pour le Grand Prix de Belgique, il passe tout proche du doublé, terminant à moins d'une demi-seconde du vainqueur Fittipaldi après avoir tenté le tout pour le tout. Ce même résultat aurait pu l'attendre à Monaco si des problèmes d'allumage ne l'avaient pas poussé à abandonner. Les meetings passent et 4 hommes se détachent dans la course au titre. Fittipaldi, Scheckter, Regazzoni et Lauda. Fort d'un nouveau succès à Zandvoort, puis d'une seconde position à Dijon, le jeune Niki caracole en tête du championnat à la surprise générale. Il faut dire que personne n'a réellement été flatté par son style de pilotage neutre mais calculé. L'Autrichien serait-il capable de rafler la couronne face à des cadors maintenant très expérimentés? La réponse aurait pu être oui si sa Ferrari 312 B3 à 74 s'était montrée plus fiable. Auteur de 6 pole positions consécutives, un record, entre les Pays-Bas et l'Italie, il ne connaîtra malheureusement pas le même succès le dimanche. Accrochage avec Scheckter dans le premier tour au Nürburgring, problème de soupape sur l'Österreichring, fuite d'eau à Monza, accident à Mosport, puis ennui de suspension à Watkins Glen, voilà qui ne lui fera pas scorer le moindre point en cette fin de championnat. Petite exception avec les 2 unités glanées sur tapis vert après examen par la FIA du dernier tour à Brunzach. En effet, Niki, alors leader, voit son pneu arrière droit perdre en pression. La crevaison immédiate l'oblige à regagner les stands en catastrophe, mais au moment de repartir, la foule de supporters britanniques a déjà envahi la pit lane. Dans l'impossibilité de repartir, le Viennois doit s'arrêter là, perdant un tour sur le vainqueur. Le classement sera modifié et le verra remonter au 5e rang, signe d'une infime chance de toujours pouvoir remporter le titre en fin de saison. Les derniers espoirs s'envolent donc au Canada, mais qu'importe, Lauda l'accepte. Cette première campagne en rouge n'est peut-être pas une totale réussite, mais en l'espace de quelques courses, l'Autrichien aura fait taire tous ses détracteurs qui le considéraient comme un simple pilote payant. 1975 sera l'occasion de leur clouer le bec. Tout n'avait pas débuté sous les meilleurs auspices. La désormais antique 312 B374 n'est clairement plus au niveau, et les quelques maigres points récoltés en Argentine, au Brésil et en Afrique du Sud ne lui octroient que la 8e place au classement des pilotes. L'arrivée de la 312T sera des plus bénéfiques. Pénalisé par un moteur trop peu puissant en haute altitude à Kyalami, il retrouve rapidement le chemin de la vitesse avec la pole position sur le circuit urbain de Montjuic, en Espagne. Hélas, ses espoirs d'accrocher un 3e succès à son palmarès disparaîtront dès le départ. Pris dans un carambolage provoqué par Andretti et Brambilla, impliquant également son équipier Regazzoni, le Viennois sait pertinemment que la roue finira par tourner. Ce sera chose faite au Grand Prix de Monaco. Sous la pluie du mois de mai, Niki mène une course remarquable, s'offrant même le luxe de lever le pied pour sauver la mécanique. La mise est doublée dès le Grand Prix de Belgique et même triplée en Suède, de quoi le voir mener ostensiblement ce championnat 1975. Sa 312T survole littéralement la concurrence et même son voisin de garage, bien plus malchanceux niveau fiabilité. Mais ce qui fait principalement la différence, c'est sa gestion de course poussée à son paroxysme. Son surnom de l'ordinateur n'a rien d'étonnant. Maître dans l'art de dire les choses sans filtre, doué d'un humour et d'une culture sans faille, le personnage a tout pour plaire, sauf peut-être pour son côté trop calculateur. À Zandvoort, alors que la piste passe de détrempée à totalement sèche, il lègue le commandement à James Hunt le temps d'un arrêt au stand. Malgré une monoplace plus rapide, Niki ne dépasse pas l'anglais, se contentant d'une 2e place et des points qui l'accompagnent. Ce manque de panache est purement admis par Lauda et de ce côté-là, nul ne peut nier que ses prises de risque mesurées sont gagnantes. À mi-saison, il semble déjà irrattrapable. Sur le Nürburgring, il réalise la prouesse d'effectuer un tour en moins de 7 minutes, fait unique dans l'histoire de la Formule 1. Si la victoire lui échappe dans les derniers instants à cause d'une crevaison subite, sa 3e place lui assure pratiquement le sacre mondial. Après une première balle de match manquée sous la pluie autrichienne, Niki Lauda devient, à 26 ans, champion du monde de la discipline sur les terres des Tifosi, à Monza. Sa campagne triomphante s'achève sur un 5e succès à Watkins Glen, de quoi augurer de belles perspectives pour 1976, année charnière dans l'histoire de la catégorie. La saison débute par de gros changements, notamment par le remplacement de Fittipaldi par le brillant et bouillant James Hunt chez McLaren. Pour la Scuderia, la 312T assurera le service encore quelques courses avant de voir entrer en scène sa première évolution, la 312T2. La concurrence voit d'un mauvais œil cette nouvelle voiture tant la monoplace de 1975 est encore performante. Victoire de Lauda au Brésil et en Afrique du Sud, doublé des rouges à Long Beach grâce au tandem Regazzoni-Lauda, le rouleau compresseur italien est en marche.
Pour autant, en coulisses, l'Autrichien commence à s'énerver, la faute à une nomination récente de Odetto à la tête de Ferrari, un choix qui ne satisfait pas vraiment le Viennois. Les prises de bec deviendront de plus en plus féroces entre les deux parties, notamment après un bête accident de tracteur dont a été victime Niki avant l'arrivée en Europe. Ce passage sur le vieux continent est l'occasion d'admirer les nouvelles bêtes, comme la 312 T2 ou l'étonnante Tyrrell P34. Malgré deux côtes cassées, l'Autrichien tient tant bien que mal la deuxième place derrière Hunt, mais à peine l'arrivée franchie que le coup près tombe. L'Anglais est disqualifié pour monoplace trop large. Lauda récolte les lauriers sur tapis vert, étoffant un peu plus son total de points. La dure labeur est la clé de la réussite pour celui qui reste assidu au travail. Cela paye avec le triomphe à Zolder et Monaco, puis la troisième place à Anderstorp derrière les intouchables monoplaces à 6 roues. Alors que la mi-saison est passée en France et que la victoire de Hunt en Espagne lui a été réhabilitée, son avance au championnat est de 26 points. Un matelas qui reste confortable mais en Formule 1, rien n'est jamais acquis tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. À Brands Hatch, un carambolage au départ pousse au déploiement du drapeau rouge. Si Hunt, pourtant pris dans le crash du premier tour, l'emporte chez les siens et que Lauda termine deuxième, la Scuderia proteste contre sa rivale McLaren. Le résultat est donc en suspens. Le temps passe jusqu'à ce fameux 1er août 1976. Sur le terrifiant Nürburgring, les conditions sont très mauvaises, voire trop dangereuses pour Lauda. Ce dernier milite pour l'annulation de l'épreuve mais ne sera pas entendu. Le bitume allemand sèche vite et après une seule boucle, la quasi-totalité des voitures s'engouffre dans les stands pour passer au slick. Niki suit la meute avant de repartir en trombe au cœur du peloton. Mais après quelques kilomètres, c'est le drame. En abordant le virage à gauche précédant Bergwerk, la 312 T2 numéro 1 fait une violente embardée sur la droite, se disloquant littéralement contre les rails avant de rebondir en piste en flammes. Aveuglé par le virage, Lunger percute le malheureux Autrichien, lui-même accroché par Hurt. Le Viennois gît dans sa Ferrari en flammes, sans casque, pendant 55 secondes. Si les pilotes présents sur place l'aident à s'extraire du brasier, l'Autrichien est en bien mauvaise posture. Son visage est terriblement brûlé mais le pire, ce sont ses poumons, asphyxiés par les fumées toxiques inhalées. Son état est critique et la lenteur des secours ne laisse que peu de doute. Hospitalisé à Adno, il reçoit même l'extrême onction d'un prêtre. Tout semble désespéré mais Niki le battant ne s'avoue pas encore vaincu. Coriace malgré la douleur, il subit de très nombreuses greffes de peau et d'innombrables nettoyages de poumons. Personne ne pouvait alors se douter qu'à peine 6 semaines plus tard, il reprendrait le volant d'une Formule 1. Sa convalescence forcée, qui n'aura pas été de tourpeau, l'a poussé aux limites de la résilience, lui qui ne pouvait qu'être spectateur de la folle remontée de James Hunt au championnat. Alors que l'Autrichien réapparaît au Grand Prix d'Italie à Monza, les ennuis avec la Scuderia reprennent de plus belle. Pour le suppléer, la Scuderia avait déjà fait appel à Carlos Reutemann, qui restera en place sur une troisième voiture. De plus, Enzo Ferrari lui-même aurait souhaité que son pilote champion reste alité plus longtemps pour que sa défaite annoncée face à Hunt soit plus facile à digérer. Mais le dur à cuire Lauda n'est pas là pour faire de la figuration et entend bien faire taire les mauvaises langues qu'il annonce comme trop mal en point pour performer. Résultat, une brillante 4ème place dans la douleur. Son visage ensanglanté ne l'aura pas arrêté, sa rage de vaincre non plus. C'est donc à peu près remis sur pied que l'ordinateur attaque la conquête de sa seconde étoile mondiale. Seulement 8ème au Canada à cause d'une suspension en piteux état, il retrouve le chemin du podium à Watkins Glen, mais au championnat son écart n'est plus que de 3 petits points face à Hunt avant l'ultime manche japonaise. C'est donc à Fuji que se décidera l'issue incertaine de cette folle campagne. Le dimanche, la pluie s'abat très violemment, mais compte tenu de l'importance du combat et des droits télévisés, le Grand Prix n'est pas annulé. Sous ces conditions, personne n'est à l'aise, surtout Lauda. Après un petit tour, le Viennois met pied à terre. Il ne se battra donc pas jusqu'au bout pour le titre, étant tributaire du résultat de Hunt. Ce dernier caracole tête jusqu'à ce qu'à 4 tours du but, une crevaison l'oblige à passer au stand. Le changement de pneu est rapide mais le classement officiel met du temps à s'actualiser. Ainsi, alors que le drapeau à damier est abaissé devant Andretti, personne ne connaît l'issue de la course. Ce n'est qu'après quelques minutes que l'ordre final est dévoilé. Avec sa 3ème position, James Hunt vole la couronne promise à Lauda pour un petit point. Le dernier intéressé n'en a cure, bien que l'anglais soit un bon ami. Cet abandon volontaire aura bien plus de conséquences pour Niki, à commencer par son avenir chez Ferrari. Le Commendatore n'a pas apprécié la manœuvre, ni Odetto d'ailleurs. Les deux hommes décident de rétrograder le champion 1975 au rang de second pilote face à Reutemann, son nouvel équipier en 1977. Les tensions entre les deux parties ne feront que grandir tout au long de l'année. Pourtant, le Viennois ne baisse pas les bras et mène une campagne exemplaire, luttant avec brio face à la Lotus d'Andretti et la Wolf de Scheckter. Les 3 rivaux seront les hommes forts de la saison et chaque point sera crucial. Lauda l'a bien compris. Ne disposant pas toujours de la meilleure machine, il joue à fond la carte de la gestion, récupérant le maximum d'unités au fur et à mesure des meetings. En Espagne, il est contraint de déclarer forfait pour cause de fortes douleurs dans les côtes, résultat de son accident allemand. Victorieux à Calamy, puis à Hockenheim, puis à Zandvoort, le voilà en bonne posture pour conquérir une 2ème étoile à l'aube de la manche américaine. Entre-temps, Niki signe son acte de divorce avec la Scuderia Ferrari en s'engageant avec Brabham pour 2 saisons. Enzo Ferrari est furieux, mais après tout, rien ne fait peur à Lauda. Avec 10 podiums, l'Autrichien sécurise ce second sacre avec une suffisante 4ème place à l'arrivée à Watkins Glen. Le devoir étant accompli, il ne cherche plus à poursuivre avec l'écurie de Maranello, qu'il quittera avant la fin du championnat. Sacré culot.
Mais ce départ précipité de l'Autrichien ne signifie pas pour autant la retraite. Attiré par le projet BT46 de Murray chez Brabham, Lauda signe dans l'écurie anglaise pour 2 saisons. Ecclestone sait qu'il a ferré un très gros poisson, reste à ne pas le décevoir. La vaillante BT45C reprend du service en entame de saison et Niki s'y accommode très bien avec le podium d'entrée de jeu à Buenos Aires, puis Jacarepaguá. Sa nouvelle monture débarque pour le Grand Prix d'Afrique du Sud et là encore, la performance est au rendez-vous. En pole position pour la 24e et dernière fois de sa carrière, le double champion doit finalement renoncer sur casse de son bloc Alfa Romeo. Malheureusement pour lui et son équipe, ce manque de fiabilité sera criant tout au long de la saison. Lorsqu'il croise le drapeau à damier, c'est toujours le podium qui l'attend, mais dans la majorité des cas, l'abandon est inévitable. Il sauve les meubles avec une deuxième place à Monaco, mais dans le même temps, et dans le plus grand secret, Lauda s'attelle au développement de la plus iconique trouvaille de Murray, la BT46B. Avec son énorme ventilateur à l'arrière et ses jupes coulissantes, cette bête rouge surprend tout le monde, à commencer par Niki lui-même. Ses performances en essai sont époustouflantes et son comportement en piste flirte avec la perfection. Cette monoplace révolutionnaire pourrait rapidement faire de l'ombre à la véloce Lotus 79 de Chapman. C'est en Suède que cette étrange machine fait son apparition officielle. Sûr de lui, Ecclestone ordonne à ses pilotes de ne pas chercher la pole position pour ne pas trop attirer les regards. Les BT46B de Lauda et Watson sont aux avant-postes et attendent leur heure pour surgir en course. Si l'Irlandais finit par se sortir, le Viennois mène la vie dure à Andretti jusqu'à trouver l'opportunité parfaite pour s'immiscer en première place. Dès lors, plus rien ne pourra arrêter la marche en avant de la Brabham, triomphante avec une facilité plus que déconcertante. Mais quelques heures après l'arrivée, coup dur. La BT46B est officiellement jugée illégale en raison de son aérodynamisme mobile. La victoire de Lauda est maintenue dans les statistiques, mais plus jamais cette incroyable machine ne participera à un Grand Prix. L'Autrichien finira par remporter une seconde course en fin de saison, à Monza, là encore sous de drôles de conditions. Après un départ chaotique qui entraînera la mort de Peterson dans la nuit qui suit, Niki s'impose sans avoir mené un seul tour. En effet, suspecté d'avoir volé le départ, Andretti et Villeneuve sont pénalisés d'1 minute à l'arrivée, offrant un succès inattendu au pilote Brabham. 4e du championnat, l'Autrichien commence à réfléchir à d'autres opportunités de carrière hors de la Formule 1. Il faut dire que sa saison 1979 sera l'une des plus mauvaises avec des abandons en cascade, la faute à un nouveau V12 italien catastrophique et un effet de sol trop peu abouti. Ses seules réussites seront les quelques petits points récoltés en Afrique du Sud et en Italie. Cette fois-ci, il a coupé pleine. À l'aube du Grand Prix du Canada, Lauda réitère l'opération menée fin 1977 chez Ferrari, quitter le navire en marche. Le pilotage ne semble plus l'intéresser, à l'inverse de l'aviation, sa grande passion. Courant 1978, le double champion du monde pose les bases de sa propre compagnie aérienne, Lauda Air. Proposant de petits vols avec 2 Fokker F-27, Niki voit grand avec la commande d'un DC-10 finalement annulé. Titulaire du brevet de pilote, il ressent pourtant rapidement l'ennui et le manque d'adrénaline normalement provoqués par les plus gros appareils. Acheter un avion Nil n'est pas une mince affaire et coûte énormément d'argent. Quel serait le moyen de beaucoup gagner dans un laps de temps court tout en retrouvant des sensations perdues? Revenir en Formule 1 évidemment. Oui, mais s'il doit refaire surface, Lauda veut que ce soit pour la gagne, et rien d'autre. Pas question de replonger dans les fins fonds des classements. Depuis son départ en retraite, il ne cesse de recevoir des appels de Ron Dennis, grand directeur de McLaren. Le projet MP4 a le vent en poupe et la victoire de Watson à Silverstone prouve que ce choix serait tout sauf ridicule. Fin 1981, son retour est annoncé en grande pompe. Il ne reste plus qu'à retrouver les sommets. Et dès le premier Grand Prix, le double champion 1975 et 1977 fait parler de lui. Il sera l'un des acteurs principaux de la fronde des pilotes menée contre la FISA de Balestre et sa super licence. Son retour se soldera par une belle 4e place, un beau résultat pour celui qui n'avait peut-être plus la même forme physique qu'il y a quelques années. À Long Beach pour le 3e meeting, il s'élance en 2e position et après avoir mis la pression sur le jeune De Cesaris, une quinzaine de boucles, il subtilise le leadership et part remporter sa première victoire depuis 4 ans. Sa nouvelle monture est extrêmement efficace, du moins lorsqu'elle croise la ligne d'arrivée. Cette fois l'année 1982, qui verra pas moins de 11 vainqueurs différents, sera disputée jusqu'au bout et à Brands Hatch, Niki renoue avec la plus haute marge du podium. 5e au classement général pour une sortie de retraite, voilà de quoi faire pâlir certains. Les objectifs sont haut placés en 1983 mais la désillusion sera bien grande. Tout avait parfaitement débuté avec 2 podiums en entame de championnat mais la machine s'enraye et les résultats en pâtissent. Il devra même subir l'affront d'une non-qualification à Monaco. Mais une lueur d'espoir semble se dessiner pour l'Autrichien avec l'arrivée du tout nouveau moteur, TAG Porsche. Encore trop jeune pour démontrer son plein potentiel en fin d'année 1983, le bloc allemand deviendra, en l'espace de quelques mois, la référence des circuits. Niki ne s'y trompe pas, lui qui pilotera encore 2 saisons sous les couleurs de McLaren. Désormais associé à Prost, grand admirateur de Lauda, l'Autrichien voit en la MP4-2 la monoplace qui le fera à nouveau triompher. Passant proche de la victoire au Brésil avant de renoncer sur problème électrique, il s'impose à Kyalami avec plus d'1 minute d'avance sur Prost. Les monoplaces rouges et blanches dominent nettement, mais qui aura l'avantage à la fin? Les vieux démons de l'année passée guettent toujours et Niki fait face à une incroyable malchance concernant la fiabilité. À chaque épreuve, de gros points sont laissés aux autres et l'écart avec Prost ne cesse de s'agrandir course après course.
Il faudra attendre la manche du Castellet pour enfin retrouver le goût de la victoire avant de remettre pied à terre à Monaco, sa McLaren s'échouant sur un trottoir. Cette entame de campagne n'est pas aussi brillante qu'attendue et les 2 sorties urbaines américaines ne dérogeront pas à la règle. À mi-saison, l'Autrichien pointe à 10,5 unités de Prost, mais derrière lui, les écarts sont plus que resserrés avec 4 pilotes pour 6 points. À Brenzach, la situation s'inverse. Lauda gagne, Prost renonce. Les 2 hommes qui jouent à fond le rôle d'épicier pour ramasser tout ce qui peut l'être sont les mieux armés pour rafler la couronne mondiale et le duel s'annonce palpitant jusqu'à la dernière seconde. À Hockenheim, les MPK2 sont à nouveau en tête, le français devant l'Autrichien. À 5 Grands Prix du terme de cette saison 1984, Lauda ne s'avoue pas vaincu et espère pouvoir briller chez les siens sur l'Österreichring. La lutte face à Prost et Piquet est intense, mais après l'abandon sur sortie de piste de son équipier et le ralentissement du Brésilien, le voilà qui vole vers une victoire à domicile. Pourtant, à quelques kilomètres du but, sa 4ème vitesse ne répond plus. L'abandon semble inévitable, mais contre toute attente, le Viennois poursuit en baissant de rythme. La situation est invraisemblable, mais sa position ne changera pas. Le voilà désormais leader du championnat du monde. Deuxième à Zandvoort, puis vainqueur à Monza alors que l'autre McLaren ne voit pas l'arrivée, voilà qui offre à Lauda une position plus que confortable pour acquérir son 3ème sacre. Mais en coulisses, l'avenir de l'Autrichien n'est pas vraiment acté et après le refus de Renault de l'engager, sa fin de carrière pourrait bien s'achever à Woking. Sa signature pour une année supplémentaire arrivera rapidement, mais entre-temps, Niki lâche quelques points sur le tout nouveau tracé du Nürburgring. À l'aube de la dernière manche à Estoril, l'Autrichien dispose de 3,5 points d'avance sur son rival et équipier français. Si Prost gagne, Lauda doit finir 2ème. La manœuvre s'annonce délicate après les qualifications avec la 11ème place sur la grille de départ. Pourtant, Niki y croit toujours et attaque comme rarement pour remonter dans le haut du classement. À une quinzaine de tours du but, le voici revenu en 3ème position, mais Mansell et Prost sont infiniment loin de lui. C'est alors qu'à 18 tours de l'arrivée, l'anglais moustachu ne parvient plus à freiner sa Lotus. Le Viennois s'empare alors virtuellement, puis réellement du titre de champion du monde pour un demi-point, le plus faible écart jamais enregistré. Bien que battu, Prost n'aura jamais de remords, les 2 hommes étant de grands amis en dehors du cockpit. Ce n'est que partie remise pour 1985, du moins, on le pensait. La McLaren MP4 2B a beau être performante, elle se montrera d'une fragilité déconcertante. Sur 15 courses, le désormais triple champion ne verra l'arrivée qu'à 2 reprises, dont une dernière victoire à Zandvoort après une âpre bataille face à un Prost des grands jours, reluquant les échappements de sa monture de très près. La fin de saison ne sera qu'un remake des premiers meetings. Les cases s'enchaînent et la motivation de Niki disparaît totalement. En Autriche, il annonce officiellement sa retraite. Son dernier Grand Prix en Australie ne sera pas une réussite non plus. Privé de frein, Niki Lauda quitte la Formule 1 par la petite porte, sans pour autant finir de faire parler de lui. À la suite de sa retraite sportive, l'Autrichien replongea dans les affaires avec sa compagnie aérienne. Il sera le malheureux acteur du crash de l'un de ses Boeing le 26 mai 1991, en Thaïlande, coûtant la vie aux 223 personnes à bord. Niki sera encore plus meurtri par cet événement que lors de son propre accident au Nürburgring. Appuyant les enquêteurs, il ira même jusqu'à tenir tête à l'avionneur concernant le déploiement intempestif des inverseurs de poussée. Des changements sur tous les avions au monde seront opérés après la catastrophe, signe de la détermination sans faille de l'Autrichien. Son business restera en place jusqu'au milieu des années 2000 avant d'être absorbé par le rival Austrian Airlines. Mais la Formule 1 n'est jamais très loin et après un passage en tant que consultant chez Ferrari de 1991 à 1995, puis directeur d'équipe Jaguar en 2001 et 2002, il rejoint le giron Mercedes en 2011 en devenant le président non exécutif. L'arrivée de Lewis Hamilton et les succès qui suivront ne démentiront pas sa volonté toujours intacte de réussir. Touché au poumon depuis son grave accident, il subit une transplantation avant de décéder quelques temps plus tard, le 20 mai 2019. Pour lui rendre hommage, les 2 Mercedes arboraient un halo et une étoile rouge, couleur caractéristique du grand Autrichien. La discipline venait de perdre l'une de ses plus grandes vedettes, un homme connu de tous autour du globe, pour ses exploits et sa volonté de se battre sans arrêt, le tout dans un franc-parler unique en son genre, qui détonnait encore et encore. Si la carrière de Niki Lauda devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'en 171 départs sur 180 engagements, il aura récolté 25 victoires, 54 podiums, 24 pole positions, 24 meilleurs tours, mais surtout, il aura décroché 3 titres de champion du monde en 1975, 1977 et 1984. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixsite.com/un œil dans le rétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.